Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume. Salut Guillaume. Salut Luce, salut à tous. Première fois qu'on fait une preview tous les deux, il me semble, là, de ce cru 2022. Aujourd'hui, Ouais, on part exact. en Sunbelt dans le sud des États-Unis pour aller faire les previews d'Appalachian State et de Coastal Carolina. Deux équipes qui marchent mais du tonnerre maintenant depuis quelques années. Alors, avant de parler des mulets de Grayson McCall, partons du côté de Boone en Caroline du Nord, hein, peut-être le plus beau campus des États-Unis, dans les Appalaches. Enfin bref, un endroit magnifique pour y parler des Certainement top 5. Mountaineers. Pardon, Guillaume? J'ai dit certainement au moins top 5 Top de 5 campus. et pas cinquième, Et hein. c'est pas cinquième. Il est pas cinquième, exactement. Bref, les Mountaineers en 2021 sortent d'une très bonne saison, j'ai envie de dire comme à leur habitude. 10 victoires et 4 défaites, dont un 7-2 en Sun Belt, la conférence à laquelle ils appartiennent. Pour la troisième saison de Sean Clark. Alors Sean Clark, c'est aussi un coach qui est très renommé et qui a pris en fait la succession d'Eli Drinkwitz, qui est aujourd'hui le coach de Missouri. Et avant, c'était Scott Satterfield, qui est le coach de Louisville actuellement. Donc voilà, que des bons coachs dans ce programme. C'est un programme qui leur permet après d'aller voir ailleurs, d'aller chercher des promotions. Les défaites ont eu lieu face à Miami, où ça s'est joué d'un rien. Franchement, Appalachian State méritait de gagner. Et deux fois face à Louisiana de Billy Napier, la première fois en saison régulière et la deuxième fois en finale de Sun Belt, où ils se sont qualifiés. Tout ça leur permet d'aller au Boca Raton Bowl et pas le Roca Baton Bowl face à Western Kentucky, match qu'ils ont perdu également. Alors, c'est une saison qui a été un petit peu en dessous des standards auxquels nous a habitués Appalachian State. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est la première fois que les Mountaineers perdent un bowl et une finale de Sun Belt depuis qu'ils sont en FBS, donc en première division 1A du college football. Si je dis ça, c'est parce qu'Appalachian State, c'est un programme de vainqueurs. Ils sont arrivés en FBS en 2014. Et avant ça, vous savez, ils avaient remporté les titres FCS dans les années 2000, notamment quand ils ont battu en 2007 Michigan à la Sur le toute fameux fin du field goal, match. sur le field goal bloqué. Ouais. Exactement, qui retourne en touchdown, non? Presque. Il se fait plaquer par le kicker dans les 5 yards. Et bref, s'ils n'avaient pas bloqué ce field Je goal, perdais. Michigan aurait gagné. C'est, je pense, pour beaucoup le plus gros upset de l'histoire de ce sport. Et en fait, depuis 2014, ils sont allés en bowl tous les ans. Et sur ces bowls, ils en ont remporté donc 6 sur 7. Et ils ont aussi remporté 4 conférences, 4 fois la Sun Belt. Autant vous dire que voilà, Passion State, c'est un programme qui compte. Et c'est un programme qui naturellement vise haut chaque année. Alors, en 2022, comment ça va se passer d'un point de vue de l'attaque? Alors, ils ont un nouveau coordinateur offensif. Et là, ça va nous faire rigoler puisque c'est Kevin Barbet. C'est la version Wish de notre copain d'Oregon. Voilà, pour lui, il n'a pas de cheveux, celui-là, qui arrive de Central Michigan pour remplacer Frank Ponce, qui est parti avec Mario Cristobal à Miami, coacher les quarterbacks. Alors, ce qui est hyper intéressant avec cette attaque cette année des Mountaineers, c'est qu'elle est très bonne à la passe, à la course, alors qu'on a plutôt l'habitude de voir une bonne attaque plutôt à la course. Alors, le quarterback titulaire, ce sera Chase Bryce. Chase Bryce, c'est un nom qui vous dit certainement quelque chose, puisque c'était l'ancien quarterback de Clemson, mais qui s'était fait un petit peu, comment dire, qui a vécu dans l'ombre de Trevor Lawrence et qui a Il est donc parti à Duke aussi, non? qui est parti à Normalement. Duke il y a 2 ans C'est ça. exactement. Mais là-bas, c'est devenu une machine à lancer des interceptions. Et du coup, il est parti dans un troisième programme, Appalachian State, et Sean Clark a réussi à le polir, puisque ses stats en 2021 étaient de 3337 yards, 27 touchdowns et 11 interceptions. Ma foi, des très très bonnes statistiques. Et le quarterback backup, c'est l'ancien quarterback titulaire de Texas State, Brady McBride. Au niveau des receveurs, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y en a 4 qui sont partis, mais on voit le retour de Christian Wells.
et l'arrivée de transferts en provenance de SMU et du UCF, notamment pour les remplacer. Ça serait bien que certains d'entre eux se révèlent. Mais là où il faut s'arrêter un petit peu plus longtemps, c'est chez les coureurs, les running backs, qui sauront, mais à n'en point douter, la force de cette attaque. Alors, il y a un monstre à deux têtes et des remplaçants de haut vol qui, d'après le coach, d'après Sean Clark, pourrait être titulaire n'importe où dans la conférence. Alors, ce monstre à deux têtes est composé de Nate Noel, qui nous sort une saison à 1144 yards et 4 touchdowns. Lui il peut réceptionner les ballons, contrairement à Cameron Peoples, que lui, vous connaissez bien, ça va faire 4 ans, qui porte au moins 20 ballons par match, donc il rentre dans sa cinquième année, et qui, lui, l'an dernier, était à 945 yards et 14 touchdowns. En revanche, c'est un profil exclusivement coureur. Et derrière, bah, il y aura 4 remplaçants, voilà, qui auront aucun problème à prendre des snaps en cas de blessure. Je suis pas loin de penser que c'est la meilleure running back room du pays. Oui, oui, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, je sais pas si toi, Guillaume, là, tu as une running back room qui te vient à l'esprit maintenant. Comme ça, au fond de la Comme... tête, non. Après, je pense quand même que tu dois quand même, on peut en trouver deux, trois bonnes, mais je pense que sans trop se mouiller, on peut dire que c'est la meilleure running back room de tout le groupe of five, ça c'est clair et net. À ça qu'on peut faire, il n'y a aucun débat, je pense. Bref, et en Ouais. plus, le nouveau coordinateur offensif, Kevin Barbey, avait sous son aile Lew Nichols the Third à Central Michigan. Et vous savez, Lew Nichols, c'est celui qui a couru le plus de yards l'an dernier en FBS, avec plus de 1700. Donc autant vous dire qu'il sait faire courir ses running backs. Et vous pouvez vous attendre à encore une saison très prolifique de ce duo. Et tout ça, c'est sans dire qu'il y aura 4 starters de retour sur la O-line, dont le très important left tackle. En défense, alors Appalachian State voit évidemment moins de retours qu'il en avait vu en 2021. Et selon The Athletic, donc je me réfère, ça fait partie des sources que j'utilise pour faire mes previews. Il y a que 4 joueurs titulaires, il y a 4 joueurs titulaires du front seven qui sont partis, donc seulement 3 qui sont de retour. Il faudra trouver deux nouveaux defensive end, parce qu'il n'y a que le nose tackle qui est de retour. Chez les linebackers, DeMarco Jackson est parti en NFL. euh, Lui qui devait être à une 100, 110 ou 120 plaquages l'an dernier, et que Ryan a eu beaucoup d'ailleurs. Ouais. Mais derrière, il y aura un duo aussi qui a fait beaucoup, beaucoup de stats. Trey Cobb, 75 plaquages, 3 interceptions et 5 plaquages pour perte. Et Nick Hampton avec 11 sacs et 17 plaquages pour perte. Voilà, ces deux-là vont reprendre le flambeau laissé voilà, par DeMarco Jackson. Et ça ne sera pas un problème chez le linebacker. Chez les DB, il y a la perte de 2 titulaires, un au poste de safety et un au poste de cornerback, mais il voit le retour du cornerback Steven Jones Jr. avec 51 plaquages et 5 interceptions, dont 3 pick six. Et j'ai oublié de préciser que Trey Cobb avait aussi attrapé 3 ballons. En gros, c'est une défense à Appalachian State qui fait beaucoup de turnover et on sait à quel point c'est important d'avoir des défenses qui non seulement stoppent les adversaires, mais récupèrent le ballon pour parfois, là, en témoigne les 3 pick six à les marquer. Donc, il y a quelques interrogations parce qu'il va falloir trouver des titulaires et ils devront être bons très, très rapidement parce que le début de calendrier, mes aïeux, les 2 premiers matchs, Juste, Guillaume, ouais, ouais, je voulais juste rajouter un petit truc sur ce que tu as dit. Alors, autant pour les linebackers, comme tu as dit, ça va bien se passer. Autant, je pense que pour la D-line, enfin pour le front seven en règle plus générale, mais surtout sur la D-line, le fait d'avoir des vrais titulaires, on va dire les titulaires sur la feuille de match que tu perds, je trouve que ça a un impact un peu inférieur, on va dire, à tes linebackers ou tes DB. Tant on peut voir dans le college football moderne et même dans le football moderne, une grosse rotation sur ces postes-là. Donc en fait, même tes pseudo backups, ça reste des mecs en général avec pas mal d'expérience qui ont déjà vu du terrain. Donc je trouve que moi, c'est un peu moins grave, on va dire, qu'à d'autres postes. C'était juste pour ajouter ça. parce que ouais, un D-line ne fait pas 100% des snaps. C'est quoi à peu C'est près ça. la moyenne? C'est quoi la moyenne, tu penses? Bon, après, on enlève les En, noses en, qui font du en vrai, 50. c'est ça. Pour tes titulaires, je pense que vraiment, sauf si tu as vraiment là ton playmaker qui est quasiment là, enfin, qui tape beaucoup plus souvent, mais je pense que ça se situe autour de 60-70%. En prenant, je pense, une fourchette encore un peu haute, hein, je pense. Ok, ok. Bah bref, en tout cas, ils devront être bons dès le départ parce qu'ils affronteront North Carolina et Texas A&M. Alors ça, c'est du calendrier hors conf. Bonjour.
le match face à North Carolina, ils les accueilleront à Boone. Et moi, je pense, mais sincèrement, que Appalachian State peut le gagner. Surtout que North Carolina, bah là, il y a toujours ce duel des quarterbacks avec Drake Ouais. May et Creswell, si je dis pas de conneries, pas le joueur de West Ham, hein. Mais après, bon, il y a ce calendrier de Sunbelt qui, moi, je trouve, hormis Coastal Carolina, est très facile parce que déjà, il y a quatre nouvelles équipes en Sunbelt, Marshall, Old Dominion, Southern Miss, donc les trois qui viennent de conférence USA, parce que voilà, la Sunbelt a accueilli des équipes avec le réalignement, et James Madison, la fac. Ça m'intéresse par contre. Toi, toi, La saison de James Madison, on n'en a pas fait la preview, mais je pense qu'on en parlera sur d'autres plateformes, sans trop spoiler ce qui arrive par la suite. Mais la saison de James Madison, elle m'intéresse énormément. Je vais la suivre avec un œil très attentif. on peut faire le parallèle avec évidemment Appalachian State, hein. James Exactement. Madison, c'est un programme qui performe et qui a performé en FCS. Maintenant, ils sont dans le grand bain et ça ne m'étonnerait pas que ce programme de Virginie aussi connaisse les, Un bel essor. les mêmes heures de gloire d'Appalachian State. Alors évidemment, il y aura le déplacement à Coastal Carolina qui sera compliqué, mais voilà, le reste, comme j'ai dit, c'est pas si dur que ça. Moi, je pense que ça va jouer la Sun Belt. Enfin, je pense même qu'ils gagneront la conférence devant Coastal Carolina. C'est pour ça que, et là, c'est un prono osé, c'est pas le prono le plus probable. Je pars sur un bilan de 11-1 avec une seule défaite face à Texas A&M et des victoires face à UNC et Coastal Carolina. Alors, c'est un prono osé. C'est pour ça qu'un 10-2 me paraît plus probable, mais je pense vraiment que cette équipe d'Appalachian State est encore meilleur que l'an dernier. Et en fait, pour la première fois depuis 2014, bah, cette attaque, elle est bonne des deux côtés. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait pas avant, que les entraîneurs n'avaient pas avant. Et je vois ça d'un très très bon œil. Je pense que tu as à peu près tout dit. Est-ce que tu peux juste me donner les équipes juste très rapidement qui jouent? J'arrive pas à trouver leur calendrier. North Carolina, Texas A&M, Troy, James Madison, The Citadel, Texas State, Georgia State, Robert Morris, Coastal Carolina, Marshall, Old Dominion et Georgia Southern. Ouais, tu Ouais, je vois, pars comme enfin, toi. Je pars sur un 10-2 avec la défaite contre Texas A&M. Et et tu sais quoi, je vais me mouiller, mais attention à James Madison quand même. ouais, bah, Parce que ce serait beau hein, que James mm, Madison nous mm, sorte une très très vraiment, belle ça me saison. hype. Ouais. Ils ont vraiment sorti c'était un powerhouse du FCS, on peut le dire, avec les North et South Dakota State. Mais ouais, bien hâte de voir ce qu'ils vont faire. Bref, maintenant qu'Appalachian State est terminé, on va aller du côté De mon de côté, Conway, en Caroline du Sud, pour parler du programme Coastal Carolina, qui est l'un des programmes les plus importants de ces deux dernières années, avec l'excellent coach Jamie Shadwell, qui est sur un bilan de 22 victoires et 3 défaites en 2 ans. Quand même. c'est ça. 22 victoires et 3 défaites en 2 ans. Sachant que l'année dernière, ils finissent en 11-2, du coup, avec 2 défaites. Donc, comme tu viens de le dire, contre Appalachian State, à Appalachian State, 27-30, et une défaite qui fait un peu tâche, on va dire, et qui d'ailleurs les prive de jouer le championship game contre Georgia State, 40-42. Donc, 2 défaites. En cumulé, ils perdent que de 5 points, donc c'est d'autant plus rageant. Maintenant, donc comme tu l'as dit, Jamie Shadwell, il a créé un monstre du groupe of five, je pense qu'on peut le dire, même si c'est assez récent, c'est que 2 ans. Maintenant, je pense qu'il va rencontrer son année la plus compliquée, dans le sens où il perd énormément de titulaires. Et pour le coup, contrairement à ce que je disais tout à l'heure sur la D-line, il en perd à des postes clés. Donc, on va commencer avec l'attaque. Il perd des joueurs, ils en gardent quand même, à commencer par Grayson McCall, le quarterback. Juste avant l'épisode, Gus m'a d'ailleurs, je donne mes sources hein, évidemment, m'a d'ailleurs indiqué donc, le coach Jamie Shadwell avait dit pendant l'intersaison que Grayson McCall avait reçu des appels et des offres de plus grosses facs, on va dire, pour les rejoindre. Il a refusé, il sera de retour comme quarterback titulaire des Chanticleer. Et d'ailleurs, si De... je peux Ouais, faire une petite parenthèse, euh, c'est du tampering et c'est interdit. En fait, pour qu'un coach d'une oui, autre université soit autorisé à parler à un joueur qui est dans une autre université, enfin, il n'a tout simplement pas droit. Il faut que le joueur, sur son portail. de son propre gré, mette son nom dans le portail des transferts pour que l'autre coach
soient autorisés à venir lui parler. Donc voilà, en fait, ça veut dire qu'il y a des coachs qui ont essayé de, malgré le fait qu'ils soient engagés à Coastal Carolina, de le faire changer de navire. C'est ça. Et c'est, je pense aussi, la raison pour laquelle il n'a pas donné le nom des facs, par exemple. Non. Alors qu'il aurait très bien pu le faire. Donc c'est assez, entre guillemets, classe de sa part, parce que ça n'a pas été classe de l'autre côté, en tout cas. Maintenant, Grayson McCall, il ne sera pas tout seul. Il récupère aussi une très bonne running back room, qui va beaucoup l'aider, je pense, avec Braden Bennett et Reese White. Parce qu'au niveau des airs, ça va être toute une autre salade, notamment avec les départs, évidemment, de leur tight end star, Isaiah Likely, et de leur top 2 receveurs, Javion Hiley et Cameron Brown. Donc, il va falloir qu'ils se trouvent assez rapidement de nouvelles cibles à la passe si le jeu de Coastal Carolina veut rester assez diversifié et pas s'enfermer que sur du running game. Autre tâche compliquée, autre chantier, la O-line. Il récupère seulement deux O-line titulaires, donc le tight end Antoine Loper et le swing guard centre Willie Lampkin, qui pour le coup, eux, sont des vrais titulaires avec de l'expérience. À eux deux, ils combinent 54 titularisations. Maintenant, le reste de la O-line, ça va être du nouveau, ça va être beaucoup plus inexpérimenté, on va dire. Et voilà, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure sur la D-line, sur la O-line, ça tourne pas. Donc, quand t'as pas de rep, t'as pas de rep. Et pour moi, il n'y a rien qui peut de plus important que les répétitions de match. Maintenant, on va passer côté de la défense, parce que si vous pensiez que de côté attaque, il y avait eu des départs sur la défense, vous allez être servi. Coastal Carolina doit remplacer 9 titulaires défensifs. C'est ça au moins, c'est clair et net. Maintenant, ceux qui récupèrent, c'est loin d'être les plus mauvais. Notamment, pour commencer, le defensive end, Josiah Stewart, qui était true freshman Star. l'année dernière. C'est Oui, la star de star, la parce défense, que hein. c'est clairement, c'est de loin un star de la défense. Il a été cinquième en termes de sacs l'année dernière avec 12,5 sacs, 12,5 sacs à du coup seulement 18 ans. Donc, il y a encore une belle marge de progression. D'ailleurs, c'est les coachs qui disaient l'année dernière, il a joué, il était mesuré à 6'2", 245 pounds. Les coachs ont déjà annoncé qu'il serait plus costaud, plus rapide et plus fort, tout simplement. Comme ça, au moins, les bases sont claires et nettes. Et parce que ça va être la première fois qu'il va vraiment pouvoir suivre le programme de pré-saison, parce que c'était pas un early enrollee, donc il est arrivé sur le campus au printemps, si je dis pas de bêtises, donc il Ouais, n'avait même, pas pu c'est en suivre été, c'est tout en le été, non? Enfin, ah, ouais printemps-été autour de juin, je crois, si je dis pas de ouais, conneries. c'est ça, juin. Bon, en fait, les spring camps, donc les camps de printemps sont déjà passés. Donc en fait, Exactement. tu fais que les fall camps qui Tu fais que le commencent fall camp. début août. C'est ça. Et le problème avec les fall camp, c'est que enfin, tu as, mais tu as beaucoup moins toute la partie préparation physique. Donc là, il va avoir une vraie prépa physique pour la première fois en universitaire, et ça peut faire une grosse différence. À côté de lui, enfin, du coup, derrière lui plutôt, il aura le cornerback qui a été deux fois First Team All Sun Belt, dit Jordan Strong, qui va revenir pour une nouvelle année et qui va être sans aucun doute le leader des defensive backs. Maintenant, à part ces deux joueurs, c'est beaucoup d'interrogations, surtout au poste de linebacker, où ils ont perdu JT Tillen et, non, non, pardon, JT Tillen et Shane Bruce qui vont devoir justement step up et qui étaient jusqu'à présent des remplaçants. Donc, ils étaient dans une rotation, mais jamais vraiment titulaire, jamais à jouer la majeure partie des snaps. Ouais, ils ont perdu Liam Gallagher et Silas, les deux linebackers au mulet, C'est en ça. fait, les deux âmes de l'équipe, qui sont des mecs Voilà. incroyables, quoi. J'avais plus leur nom, Mercedes. Donc voilà, donc ils vont vraiment devoir, eux pour le coup, vraiment step up et prendre leurs responsabilités. Sinon, déjà, la défense South Carolina, pardon, de Coastal Carolina l'année dernière prenait pas mal de points. Là, va vraiment falloir un beau step up pour pouvoir rester dans la discussion au titre de la Sun Belt. Maintenant, pour ce qui est de leur calendrier pour l'année prochaine, comme tu l'as dit, c'est un peu pareil que pour Appalachian State.
le calendrier de la Sunbelt est largement à leur portée, je pense, même avec tous ces départs. L'avantage, c'est qu'ils n'ont pas ces deux matchs très compliqués au début de saison. Eux, leurs deux premiers matchs, c'est le premier contre Army et le deuxième contre Gardner Webb. Derrière ça, pour moi, les trois matchs compliqués, ils arrivent en toute fin de saison. C'est Appalachian State à domicile, c'est Virginia à l'extérieur et c'est James Madison. Enfin, James Madison, encore une fois, interrogation, mais j'ai hâte de voir. Donc c'est pour ça que je mets dans les matchs un peu compliqués. Maintenant, je pense qu'ils devraient se sortir au maximum avec deux défaites. Je les vois vraiment très bien commencer, être invaincu sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 premiers matchs sans trop de soucis si tout se passe bien. Maintenant, voilà, c'est comme j'ai dit, c'est le gros stretch de fin de saison qui va dicter leur classement sur le top 25 ou non, leur participation au Championship Game ou non, et donc potentiellement l'apparition à un bowl important. Donc bon voilà, je les vois à 10-2. Donc je sais pas si tu as un petit prono à faire, Moi Jules. aussi, je partais sur ça, un 10-2 ou peut-être trois défaites, parce que comme tu dis, il y a beaucoup de mecs qui sont partis. Tu vois, par exemple, Mm. Virginia, Appalachian State et Army. Je veux juste dire qu'il y a, je crois, cette année, il y aura deux matchs le jeudi. Je suis déçu, d'habitude, il y en a plus. Ça sera contre Georgia State et Appalachian State. Voilà, c'est des programmes toujours cool à voir, là, les petits matchs de Sunbelt le jeudi soir dans la nuit. Si vous travaillez pas le lendemain, Ah, c'est vraiment cosy. bah, pour le coup, le Appalachian State Coastal Carolina un jeudi, si vous n'avez pas votre équipe NFL qui joue et que vous êtes dispo le soir, il y a peu de bonnes excuses de le rater celui-là, je pense. Ouais. Il peut être Le quand même assez sexy. jeudi 3 novembre, en plus, ce sera en prime time sur ESPN. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, Guillaume. Je pense qu'on est On est bon. sûr juste de dire que c'est les deux équipes favorites hein, pour la Sunbelt. Deux équipes favoris pour la Sun Belt et allez, je vais quand même laisser dans mes favoris à Louisiana, même s'il y a eu beaucoup de Ouais. départs. Et Ça d'ailleurs, reste les champions en titre, Louisiana, donc ces deux équipes ne rencontrent pas Louisiana cette ouais, année. Ouais. ouais, ouais. Donc c'est pour ça que Louisiana a un calendrier, je pense, à leur portée, sans ces deux gros chocs. Donc je me rappelle plus comment c'est séparé au niveau des divisions. Je crois que Coastal Carolina et Appalachian State sont dans la même division. Donc Ouais. pour moi, ça va se battre entre les deux pour un seul spot en finale de conférence. Et bah, sur ces paroles, on vous dit à la prochaine avec Guillaume. Salut à tous. Salut à tous!